Bonjour à tous, ici Michael Cyr, kinésiologue et préparateur physique. Donc aujourd'hui dans l'épisode du podcast, j'ai pu discuter avec le docteur Jean-Michel Pelletier, qui est psychologue sportif. Donc avec lui, j'ai pu discuter entre autres du principe de neurointégration. Ça, c'est vraiment un outil qu'il utilise beaucoup avec ses athlètes, puis aussi un peu de psychologie positive. Si vous voulez en savoir plus au sujet de ce professionnel. Il traite aussi d'autres types de clientèle, que ce soit les athlètes, les entreprises, ça peut être aussi au niveau professionnel en général, mais aussi au niveau des artistes. Je vais vous laisser le lien de son site internet dans la description. Puis également, si jamais ça vous intéresse, il y a aussi un petit questionnaire qui vous permet de déterminer un petit peu quel genre de force vous possédez. Donc, c'est un test qui est gratuit, qui est vraiment agréable à faire. Puis en même temps, ça vous permet un petit peu plus de vous orienter pour la suite si jamais vous voulez faire affaire beaucoup plus avec lui. J'espère que vous allez apprécier autant que j'ai apprécié en fait la discussion que j'ai eue avec lui. Et je vous souhaite à tous, encore une fois, bon épisode et bienvenue à la barre haute. Je te remercie beaucoup aussi que tu prennes le temps de me parler aussi. Je sais que quand même, tu es quand même occupé. Je sais que ça fonctionne bien tes affaires. Puis je voulais te demander, entre autres, comment ça va, comment était ta journée. Ben, c'est une journée quand même éprouvante, là. J'ai eu à peu près 6 athlètes, fait que 6 athlètes de OK? suite. Mais c'est le fun, justement, c'est pas toujours dans le négatif, c'est pas. Je travaille à améliorer les performances mentales, la force mentale, fait que c'est sûr que c'est le fun, là. C'est pas toujours dans le négatif comme d'autres pratiques en psychologie où c'est des fois un petit peu plus négatif, là. Parce que c'est des émotions plus négatives, là. Puis tes athlètes, c'est-tu des athlètes variés dans ton domaine ou c'est une niche précise pour l'instant, en général? Non, j'ai vraiment beaucoup d'athlètes, là, des joueurs de hockey un petit peu plus, mais j'ai des en ski, j'ai des athlètes olympiques dans différents domaines. Fait que j'ai un peu de tout, là. C'est pas réservé à un sport. Puis c'est normal parce que mon expertise, c'est pas la préparation mentale pour un joueur de hockey. C'est vraiment comme quand ça va pas bien dans ton sport, puis tu as un blocage ou tu te sens pas à la hauteur ou il y a un enjeu psychologique dans ton sport, ben, tu peux venir voir un psychologue sportif. OK, puis c'est ça. Toi, c'est pas. Toi, tu traites beaucoup l'anxiété de performance que tu m'as déjà parlé, mais je sais que tu as d'autres domaines aussi. Puis je constate qu'il y a quand même beaucoup de clients dans ce domaine-là aussi. Oui, ben, le diagnostic d'anxiété de performance, ça n'existe pas. Fait que c'est souvent plusieurs causes qui peuvent amener à l'anxiété de performance. Puis c'est pour ça, justement, des fois, les gens ont besoin d'un expert ou de quelqu'un qui est spécialisé là-dedans pour y voir plus clair, dans le fond, là. OK. Puis avant qu'on commence aussi, j'avais regardé un petit peu ton site internet. Puis j'aime beaucoup le quiz que tu proposes, mettons, découvrir ton style de force mentale en fait. Fait que je vais l'essayer. Puis écoute, je pense que je serais quand même un client pas trop difficile de ton côté. Si je le lis vite, vite, c'est marqué que mon cerveau est mon meilleur allié. Donc, que ma capacité de concentration est remarquable. Écoute, je peux pas nier, effectivement, irréprochable de ce côté-là. Entre parenthèses, non, c'est quand même. Fait que je trouvais ça quand même intéressant. Tu peux continuer à entraîner ce muscle en visualisant tes performances avant la compétition. Ça te permettra d'optimiser ton rendement. Fait que je trouve ça cool quand même, comme petit outil gratuit que tu peux donner à tes clients direct en partant. Fait que je voulais juste te le mentionner. Ben, je trouve ça cool que tu aies participé à ça parce que les forces de tête, de cœur ou de corps, puis ça représente différents types d'athlètes. C'est comme les athlètes instinctifs, ils l'ont naturellement, puis tout ça, puis ils font pas beaucoup d'efforts, pas beaucoup de stratégie, puis ils l'ont. Moi, j'appelle ça des athlètes de corps, dans le sens que leur corps leur permet d'avoir un naturel. Il y a des athlètes de cœur, que c'est comme plus émotionnel, ils agissent sur la passion. Quand ils sont dans des bonnes conditions émotionnelles, ils peuvent performer à un très haut niveau. Fait que c'est plus les relations, les émotions qui vont venir potentialiser l'individu ou l'athlète. Puis de tête, ben, c'est les gens qui sont plus stratégiques, plus concentrés, plus dans l'observation, l'analyse. En tout cas, fait que, c'est le fun de savoir dans quel des trois, parce que c'est souvent là que le blocage va s'activer aussi. OK? Dans la force mentale de tête, tu parles que le blocage va s'activer plus? Ben oui et non, c'est-à-dire que ça se peut que, vu que c'est ta force, si tu n'es plus capable d'utiliser ta force, ça se peut que tu paniques. OK.
OK. C'est Vu bizarre, de là, même. mais vu de même, oui, Vu de oui, c'est même. ça. C'est comme tu sais, un guerrier qui a l'épée qui perd son épée. Non, je comprends, c'est une belle analogie. Puis pour ceux qui sont intéressés, je vais laisser le lien de ton site internet aussi, puis recommander de faire ce test-là pour voir dans quel type de force il se situe. Puis si tu me le permets, là, on va pouvoir commencer vraiment de façon officielle. Donc, je voudrais que tu me parles un petit peu de toi. Je voulais savoir aussi qu'est-ce qui t'a amené vers la psychologie sportive aussi. Puis j'ai un petit peu résumé vite fait, mais sur quelle facette aussi tu te passionnes dans le domaine de la psychologie. Donc, je te laisse la parole. Ben, c'est que moi, depuis que je suis jeune, tu sais, depuis que je fais des sports, j'ai toujours été un passionné. Puis, tu sais, on voit, je suis quelqu'un de cœur, là, tu sais, intense, j'aime ce que je fais, j'aime le sport. Mais j'ai jamais compris pourquoi certains adultes, quand j'étais jeune, je comprenais pas. Je dis, qu'est-ce qui se passe avec ces adultes-là qui peuvent me crier après, qui peuvent quasiment m'insulter, bouder, plein de comportements comme ça. Puis je me disais, mais ça m'aide pas à mieux performer. Je comprenais pas pourquoi certains comportements d'adultes. Puis avec le temps, ben, je me suis dit, ben, pourquoi pas utiliser la psychologie pour aider les coachs puis aider les athlètes à mieux se comprendre sur le plan émotionnel ou sur le plan de la force mentale pour mieux performer parce que je pense pas que bouder, crier, humilier, mettre de côté soient les meilleures stratégies toujours. En tout cas, dit de même, c'est pas full inspirant. Non, écoute, je comprends. Je comprends. Puis ça veut pas dire qu'on peut pas mettre de structure, qu'on peut pas des fois utiliser certaines punitions ou whatever, mais est-ce que c'est toujours la meilleure stratégie, ce que j'ai nommé? Moi, je pense pas. Fait que c'est pour ces raisons-là que je suis devenu psychologue. Je me suis dit, garde, moi, je vais aller chercher des informations scientifiques pour aider les gens à utiliser les meilleurs outils de performance pour un sport ou même au travail aussi. Là, c'est n'importe quelle performance. T'sais. OK. Puis au niveau de la performance, c'est ça, quel domaine qui te thrill, dans le fond, qui te porte vraiment d'intérêt particulier? Mais moi, c'est beaucoup les domaines où il y a une performance clé à un moment donné. Ça peut être n'importe quoi. Au hockey, c'est les shootouts. En trampoline, c'est ta double vrille. Ça peut être n'importe quoi qui est compliqué, que la personne veut emmener ou qui est capable, qu'elle sait qu'elle est capable, mais il y a quelque chose d'émotionnel ou de psychologique qui vient bloquer le potentiel. Moi, j'aime les trucs complexes, les trucs très précis, tu sais, un peu comme au dard, tu sais, rentrer le dard en plein milieu. Ben, moi, j'aime, OK. tu sais, qu'est-ce qui fait, si tu es capable de la mettre en plein milieu, qu'est-ce qui fait que ça marche pas? Ou au golf, par exemple, qu'est-ce qui fait que même si tu es un très bon joueur de golf, tu vas te choquer à la dernière minute au putting? Pourtant, c'est la partie la plus facile, entre guillemets. Je dis toujours entre guillemets parce que les joueurs de golf n'aimeraient pas ça entendre dire ça parce que c'est souvent une partie quand même difficile, le putting. Là, Écoute, c'est sûr, là, t'imagines avec le dénivelé là, du green, le vent, des fois, des fois, ça peut être encore une fois la pression des pairs puis pas le caddie, mais mettons le véhicule en arrière ou l'autre batch, excusez mon terme en anglais, derrière toi qui te pousse un petit peu là, c'est sûr, là, il y a beaucoup d'options, là. Oui, quand j'étais allé jouer avec mes frères et mon père, effectivement, vu que j'étais dans les moins bons au golf, je ralentissais le groupe et je sentais effectivement la pression en arrière. Ah non, écoute, c'est la chose que je déteste le plus au golf, le monde qui te pousse dans le cul comme ça, là, c'est incroyable. C'est vrai hein, que ça peut nuire à la concentration puis tout ça. Puis on a une impression d'accélération, on veut comme aller plus vite, mais finalement, ça ne nous aide pas plus parce qu'en faisant ça, justement, la balle, elle va tout le temps un petit peu plus à droite ou à gauche dans le bois. Fait que finalement, t'es pas plus vite. Fait que... Mais c'est exactement le genre de situation que j'adore travailler. C'est qu'on le sait que tu es capable, on le sait que tu as un meilleur potentiel, on le sait que tu peux te concentrer, mais parce qu'il y a quelqu'un en arrière de toi ou il y a un groupe qui te met la pression, finalement, tu fais des moins bonnes performances. Mais moi, ça m'intéresse parce que si tu as le potentiel, pourquoi pas utiliser des stratégies justement pour pas que ça arrive? Tu sais, qui serait con, hein? Ah non, écoute, effectivement, puis comme tu dis, c'est pas. Tu sais, on parle à la personne qui te pousse en arrière, qui met la pression, mais ça peut tellement être la pression externe, autre comme comme vraiment l'entourage un petit peu plus vaste, puis tout, puis tellement de facteurs aussi externes qui est quand même difficile à gérer, que des fois, tu n'as pas nécessairement le contrôle dessus. Puis,
puis dans le fond, toi, comment je peux dire ça, pas ce cursus-là, mais mettons, toi, tu as vraiment fait ton sujet sur ces petites facettes-là, donc vraiment la spécificité, la complexité d'une tâche, ou c'est plus vraiment au dernier moment, si je comprends bien? Comme le dernier coup, le dernier moment, ou bien le moment décisif? Mais dans mes études, ou qu'est-ce que tu veux dire Dans quand tes j'ai études, décidé? dans ta pratique, entre autres? Ben, tu sais, dans le fond, juste pour comprendre mon parcours, là, j'ai fait ma thèse sur la motivation dans le sport. Fait qu'est-ce qui amène un athlète ou quelqu'un à faire du sport ou à performer? Qu'est-ce qui motive un être humain? Ça, c'était ma thèse doctorale. Puis après ça, je suis allé chercher des expertises cliniques pour intervenir. Puis OK. j'ai été chercher un outil qui s'appelle EMDR, qui est comme un outil pour enlever certains blocages mentaux ou certains micro-traumas, parce que chez les athlètes, c'est pas nécessairement des traumas majeurs. Là. Les gens n'ont pas été dans l'armée ou des gros traumas, mais certaines personnes vont développer des réactions qu'on va dire traumatiques qui peuvent amener des blocages durant les performances. Fait que je suis allé me chercher une expertise là-dedans pour justement mieux être plus efficace dans mes interventions. OK, parfait. Puis c'est pas pourrais-tu m'éclaircir un petit peu sur, tu sais, en tant que kinésiologue aussi, j'ai eu quelques formations, quelques courses à psychologie, un peu moins poussé que toi, on s'entend. Mais quel aspect, dans le fond, qui serait à prendre en compte, mettons, avec un client, peu importe c'est quoi son objectif en tant que tel? Un des éléments les plus importants quand on intervient avec un client, un athlète, c'est de comprendre que son blocage ou son problème, c'est pas toujours un blocage, la seule personne qui peut dénouer ce problème-là, c'est qui, selon toi? Il y a juste une personne. Même si C'est j'étais un soi-même. expert, ouais, c'est soi-même. C'est l'athlète lui-même qui a la clé. Malheureusement, dans mon domaine, ben, c'est un peu comme dans d'autres domaines, mais particulièrement en psychologie, c'est le client ou l'athlète qui va trouver la clé de sa réponse. Souvent, les gens vont venir me voir, as-tu des trucs? Mais oui, j'ai des trucs, mais ça dépend de ta personnalité, ça dépend de ton âge, ça dépend avec qui tu te tiens, ça dépend de ton sport, ça dépend dans quel niveau de sportif que... Tu sais, mon truc, si je donne un truc quelconque, ben, pour te concentrer au golf, tu dois respirer. Oui, mais peut-être que non. Ça dépend de plein de facteurs. Puis évidemment, je vais probablement te demander de respirer ou t'aider à mieux respirer. C'est pas ça le point. C'est juste que est-ce que c'est la meilleure stratégie pour ton problème? Pas nécessairement. OK. Donc, c'est toujours relatif à la personne, toujours, là. C'est tout le temps des cas un petit peu plus isolés dans le sens que, tu sais, comme tu dis, tu peux donner un truc à quelqu'un, ou tu peux donner le même truc à deux personnes, mais ça ne fonctionnera pas nécessairement. Fait qu'il faut toujours que tu creuses un petit peu pour vraiment savoir comment. Je dis donner le truc, mais en fait, comme tu dis, c'est la personne elle-même qui doit trouver tu vas la guider le plus possible. Puis c'est comme ça, en fait, que tu arrives à des résultats. Mais je vais donner un exemple concret. Là. Il y a des gens, mettons, on a une personnalité, quelqu'un fait, mettons, du plongeon. Ok, c'est son sport, il fait du plongeon. Puis, quand il est en entraînement, il adore ça quand ça coach la structure, lui donne des conseils, l'amène à se pousser, tout ça. Mais quand elle arrive en compétition, la journée de la compétition, l'athlète, elle veut être dans sa bulle, elle veut pas avoir de conseils, elle veut avoir sa bulle. Mais là, le coach ou la coach, si ça fait depuis le début de l'année qu'il donne des conseils, est-ce que tu penses que le jour de la compétition, elle va arrêter d'y donner des conseils? Selon toi? Si le jour de la compétition, on va arrêter de donner des conseils. Si la coach, ben, tu sais, je te dirais que normalement, en jour de compétition, tu essaies d'éviter le plus possible de donner des nouveaux éléments à travailler ou à corriger. Mais ça, c'est normal, mais si pendant les entraînements, l'athlète reçoit des conseils de sa coach, la coach structure, est-ce que tu penses que la coach va naturellement arriver en compétition puis faire Ah, je vais la laisser dans sa bulle, alors que depuis le début de l'année, à la coach, à la structure, elle donne des Mhm, conseils. mhm, L'habitude, la coach va continuer à donner des conseils parce que c'est ça qu'elle fait depuis le début. mhm. Et peut-être qu'en compétition, c'est pour ça que le contexte vient de changer, elle a besoin de d'autres choses que des conseils. OK.
Puis peut-être qu'elle n'a pas besoin de conseils le matin, mais 2 minutes avant, peut-être qu'elle en aurait besoin. Mais ça, c'est l'athlète qui peut dire la journée de ma compétition, je vais être dans ma bulle, mais 5 minutes avant de rentrer, 2 minutes avant de rentrer en compétition, je veux que tu me donnes des commentaires ou quoi que ce soit. Mais ça, je ne le sais pas. Ce que je te dis là, ça se peut que ça soit pas tout bon pour des athlètes. Là. OK. Mais c'est juste l'athlète qui peut savoir c'est quand j'ai besoin de conseils, quand j'ai besoin de structure. OK. Puis ça, d'habitude, mettons, une personne qui est un athlète peut-être qui s'y connaît moins là-dedans, comme tu dis, qui a toujours une structure c'est la coach qui donne des conseils, y a une façon de l'orienter justement pour vraiment savoir ce qu'elle veut ou il faut vraiment la laisser aller dans ce temps-là? Ben, c'est de poser des questions. OK. Toi, le matin de la compétition, est-ce que tu veux que, mettons, si j'étais la coach, ben, ou le coach, est-ce que tu veux que je te donne des conseils ou t'es mieux être dans ta bulle? Mhm. Je sais pas. Parce que le contexte n'est pas pareil qu'en entraînement. Ah, c'est ça. Non. Mais tu sais, si on se met à la place du coach ou de la coach, c'est sûr que la personne, le coach, il peut-être 8, 10, 20 athlètes. Est-ce qu'il peut à chaque fois répondre à tous les besoins? Non. Fait que, tu sais, c'est important, l'athlète doit se poser des bonnes questions pour mieux exprimer ses besoins au coach. Puis c'est pas toujours facile, là. Il y a des coachs qui écoutent, il y a des coachs qui n'écoutent pas. Fait que, tu sais, c'est comme beaucoup de travail à faire aussi au niveau systémique, là, qu'on appelle quand on travaille en psychologie du sport. Des fois, il faut travailler avec les coachs. OK. Puis tu as déjà vu sûrement différents types de coachs aussi. Mettons le plus fréquent que tu vois comme type d'intervenant, disons, pour tes athlètes avec qui tu travailles, ce serait quoi le pourcentage, disons? Bien, chez les coachs, on va voir différents types de coachs, mais il y en a qui sont plus empathiques, plus, tu sais, qui vont être à l'écoute. C'est correct, mais il y en a beaucoup, il y a un plus gros pourcentage d'experts. Hein. C'est comme dans le milieu du travail. Tu sais, c'est pas parce que tu es un expert dans ton domaine, un expert en golf, un expert en hockey, que tu es nécessairement un bon pédagogue Mhm. ou un bon coach qui va accompagner en compétition. Fait que c'est pas parce que tu as gagné des Olympiques ou gagné une médaille aux Olympiques que nécessairement tu es bon en pédagogie. Mais par contre, souvent les coachs pensent qu'ils sont bons en pédagogie parce qu'ils sont allés aux Olympiques, mais c'est pas nécessairement ça. Fait que des fois, ça prend un travail justement à expliquer à l'athlète que le coach, il y a des. Faut qu'il adapte un peu à ta personnalité, sinon c'est sûr que ça ne marchera pas. Là. OK. OK. Fait qu'il y a de l'adaptation à faire. Effectivement, tu as tout à fait raison. Puis écoute, on va, on va enchaîner aussi avec une des raisons pourquoi je t'avais invité, parce que je sais on avait discuté entre autres de psychologie positive reliée à la performance, puis j'aimerais ça qu'on en discute un peu. Qu'est-ce que c'est la psychologie positive? Comment on peut faire pour l'appliquer dans un contexte de performance, dans un contexte sportif, ou même dans un contexte, mettons, je veux réaliser un objectif précis, puis avoir le maximum d'outils pour y arriver. Ben, je te prends un peu au dépourvu, là, mais est-ce que tu aurais un exemple? As-tu un athlète que tu as dans ta tête que tu peux me donner un exemple pour que je puisse rebondir? Sinon, je peux en inventer un. Là. Mais écoute, on avait parlé au téléphone justement du principe de quelqu'un qui désirait faire un triathlon, disons un sprint. Donc, pour un triathlon sprint, juste pour contextualiser les gens, c'est 750 mètres de nage versus 40 km, pas 40 km, excuse-moi, 20 km de vélo, puis 5 km de course à pied. Donc, exemple je suis une personne qui a une bonne base dans ces trois domaines-là, peut-être un petit peu moins en natation, moins l'occasion d'en faire. Donc, mettons une personne normale qui voudrait s'aligner vers un objectif pour atteindre, pour pouvoir réussir, mettons, lors de l'événement, à aller donner son plein potentiel ou, mettons, le maximum qu'il peut donner. On pourrait donner ça comme objectif. Est-ce que tu te sens à l'aise que, mettons, si tu fais semblant d'être quelqu'un qui fait du triathlon, dans le fond? Oui, oui, pas de problème avec ça. Fait que dans le fond, on va faire l'exemple. Tu as déjà nommé un indice. La natation semble un petit peu ta lacune, de ce que je comprends. Moi, personnellement, là, sans faire le jeu de rôle, oui, c'est une de mes lacunes. Mais je Okay. coule dans le fond. Dans le fond. Puis c'est quoi le sport qui est ta force dans le triathlon? Est-ce que c'est la course ou le vélo? Présentement, c'est le vélo. J'ai des bonnes OK. cuisses, j'ai des bonnes capacités, une bonne capacité cardiovasculaire, capable d'une bonne consommation d'oxygène pour faire vraiment plus théorique, mon kinésio geek. Là, je vais reprendre l'expression
avec ses goujons de par mois de santé, là. Donc, ouais, moi, c'est vraiment le vélo qui est vraiment ma force par rapport aux trois autres disciplines. OK, puis on va commencer par ta lacune pour améliorer ta lacune, puis après ça, on va aller potentialiser ce que tu maîtrises déjà. Fait qu'on va commencer par la natation. Je vais te demander, nomme-moi ta pire expérience en natation. C'est pas obligé d'être en triathlon, faut juste me dire qu'est-ce qui s'est passé dans ta pire expérience. Ben, dans ma pire expérience de natation, je te dirais qu'une des pistes, c'est parfois avoir de la difficulté à avoir un bon échange d'oxygène entre l'inspiration et l'expiration, ce qui me donnait moins d'énergie puis me fatiguait plus. Puis ça, c'est pas nécessairement, mettons, au début de ma nage, mais c'est vraiment que j'ai commencé à faire la natation, mais c'est comme, mettons, la fin de semaine, pas la fin de semaine passée, mais il y a quelques semaines aussi, à ma dernière sortie, ma dernière entrée dans l'eau, là, ça allait plus ou moins bien, là, mettons. OK. Puis là, les auditeurs vont remarquer que ta réponse est très intellectuelle. Est-ce que tout le monde remarque que manquer, tu sais, le capacité d'oxygène, tout ça, c'est pas dans le langage courant, c'est plus intellectualisé. Fait que ça montre T'as ta force raison. de tête, hein? Ça montre que tu analyses beaucoup. Oui. Tu trouves pas? Non, écoute, je suis d'accord avec ce que tu dis. J'ai quelqu'un qui analyse beaucoup aussi, effectivement. Donc là, je vais t'aider à descendre, tu sais, là, tu es dans ta tête, on va descendre plus dans ton cœur et dans ton corps. OK? Puis là, je vais te redemander, c'est quoi, quand tu me parles de capacité d'oxygène, qu'est-ce que tu veux dire concrètement dans ton corps? Puis qu'est-ce que tu veux dire émotionnellement? Là? Parce que moi, ça ne veut rien dire pour moi. Puis pas parce que je veux te confronter, c'est juste que de la façon que tu me l'exprimes, il manque des données, il manque des informations. Mhm. Fait que de corps, qu'est-ce que tu dirais? De corps, mettons, si j'y vais, ben, je m'essouffle plus. Je me sens moins capable de tenir le rythme longtemps. OK. Fait que, est-ce que tu penses que c'est ton tempo? Si tu qui est trop rapide? Qu'est-ce que dans le rythme qui est problématique? Est-ce que tu commences trop vite, pas assez vite? Je dis n'importe quoi, là, c'est juste pour t'aider à. Ben, c'est une bonne question. Je te dirais que dans mes premières longueurs, ça va quand même bien, mettons, les deux, trois premières longueurs, puis après ça, ça descend un petit peu plus. Mais tu sais, je me sens pas à mon maximum euh, pour l'avoir déjà essayé. Mais ça, c'est intéressant, tu vois. Il est possible, on va analyser ça, mais il est possible que ton départ est trop rapide, puis tu as ce qu'on appelle un crash, là, comme tu vas perdre en énergie parce que tu as donné trop d'intensité au départ. OK? Puis c'est possible qu'on pourrait aller intervenir sur avoir un rythme avec un tempo comme une cadence qui est comme plus rythmée dès le départ, là, pas nécessairement dans les premières secondes, mais pas mal au début, un petit peu plus tôt, justement pour te garder une certaine cadence. Parce que là, tu as probablement un problème justement de crash parce que tu commences trop vite. Il y a ça dans beaucoup, beaucoup OK. de sports. Tu as ça dans le ski de fond, tu as ça, mettons, dans les marathons. Tu peux avoir ça, quelqu'un qui commence trop, trop intensément. Euh, Mhm. Puis ça fit souvent avec les gens qui sont plus intenses ou plus. Tu sais, qui ont le couteau entre les dents quand ils commencent. C'est pas nécessairement négatif. Mais je peux me tromper, là. Faut que tu me. Vu que c'est toi, vu que c'est ta personne, ben. Est-ce que tu es comme ça dès le départ ou. Moi, en général, je suis quelqu'un qui est quand même assez intense, effectivement. Tu sais, j'ai joué au foot, tu sais, j'ai fait beaucoup les sports d'équipe. Là. Le dernier sport d'équipe que j'ai fait vraiment de compétition, c'était du football. Donc, en plus que la position que j'étais me demandait d'être relativement intense pour me permettre justement de bien gérer la situation ou de bien avoir le niveau nécessaire justement pour combattre l'adversaire, on va dire ça en guillemets. Donc, non, tu te retrouves, tu es pas mal là-dedans, ton analyse est bonne. Ben, c'est bon, mais moi, quand je parle, puis c'est pour ça que je valide avec mon client, je sais pas si vous remarquez, mais je pose des hypothèses, j'ai pas des certitudes. Je peux le dire des fois avec une certaine assurance, parce que c'est OK. mon métier, là, vous comprenez que si je le fais avec toujours de l'hésitation, les gens vont se poser des questions, mais l'hypothèse, c'est toujours l'athlète qui va confirmer ou pas. OK. Si je dis, ah, ça se peut-tu que tu commences de façon intense, puis tu crashes, puis tu me dis, mais non, je commence pas pantoute intense, ben là, OK, mais parle-moi de qu'est-ce qui se passe. Tu comprends? Je prends pas pour acquis que j'ai raison dans mes questions. C'est juste que ça arrive souvent. C'est pour ça que je dis les gens plus intenses, souvent ils vont commencer rapidement parce qu'il
ils ont comme l'impression que c'est ça qui va les permettre d'aller plus vite, mais finalement, ils crashent. Mais ton intensité, c'est ta force. C'est comme dur d'enlever ça, fait que ton cerveau devient mêlé. OK, donc c'est ma force, mais ça peut quand même être une faiblesse aussi, dépendamment du type de discipline que là, je vais m'adonner. Oui, du contexte. C'est-à-dire que là, tu as 3 sports, puis ton intensité, Oui. tu pourrais la garder dans un autre moment de ton expérience des 3 sports. Là, tu as natation, vélo, course. Ben, ton intensité, tu pourrais la déplacer un petit peu plus tard parce que tu vas avoir d'autres besoins en intensité. Tandis qu'en natation, est-ce que l'intensité, dans le cadre d'un triathlon, est-ce que l'intensité de natation est ta meilleure stratégie? C'est une question qu'on devrait se poser. Dans le fond, est-ce que c'est ma meilleure stratégie? Ben, pour avoir déjà tu sais, là, je ressors un petit peu de l'objectif comme ce serait mon premier triathlon, mais en étant connaissant justement l'expérience que j'ai déjà eue en triathlon, ou selon ce que j'entends aussi des autres, souvent c'est la tentation, quand tu vas pas assez vite, c'est là que tu perds le plus de temps. Dans le sens, moi, je me rappelle que la dernière fois que je l'ai fait, que je l'ai fait la première fois, en fait, l'année passée, j'étais le dernier sorti de l'eau, mais c'était pas nécessairement j'arrivais à reprendre du temps dans les autres sphères de la course, mais j'étais trop loin derrière pour pouvoir au moins me qualifier dans un niveau intéressant. Puis là, tantôt, on va regarder au niveau technique comment s'améliorer. Là, on va parler de neurointégration, mais on va continuer sur l'aspect corps. Tu vois, souvent, au niveau, le corps, c'est l'essoufflement. Puis au niveau émotionnel, on sent que tu te sens moins à la hauteur ou tu te sens moins en contrôle dans la natation que dans les autres sports en triathlon. Fait que là, ça pourrait être intéressant d'aller travailler. Qu'est-ce qui t'aiderait à avoir plus de contrôle dans cette discipline-là? OK. OK. Puis, On peut travailler ça. puis par réflexe, tu vois, y en a qui ont tendance, quand ils n'aiment pas quelque chose, à finir le plus vite possible. En donnant une intensité, en disant ça va être fini, puis mais finalement, ça nuit. Un peu comme au golf, il y avait quelqu'un en arrière, mais on veut accélérer pour pas qu'il nous rattrape, mais finalement, on prend encore plus de temps. Mais c'est le même principe en natation. Si tu accélères trop au début, tu risques de crasher, donc de ralentir, donc d'être moins rapide, ce qui est complètement illogique, mais notre cerveau émotionnel ne réagit pas comme ça. Lui, il veut finir le plus vite parce qu'il n'aime pas ça. Parce que OK. c'est rare qu'on veut rester dans le sport qu'on n'aime pas. Tu as 3 sports, tu dois avoir hâte d'être dans l'autre sport, en théorie. Est-ce que quand tu es en natation, tu dois avoir hâte d'être rendu en vélo? T'sais? Non, effectivement, quand tu es moins à l'aise dans une discipline, tu as hâte d'aller au prochain, surtout quand tu es dans de l'eau trouble qui n'est pas vraiment une piscine. Exemple, là, où tu as des repères avec les lignes qui sont dans le fond, c'est sûr que le niveau de stress augmente un petit peu plus, que c'est moins acquis. Puis tu vois, tu dis ça, puis il y en a d'autres qui diraient le contraire. OK? Probablement. Ça, c'est toi, l'athlète, quand tu n'as pas de repères, tu es plus anxieux ou moins performant. Intéressant, tu trouves pas? Donc, stratégiquement, je vais t'aider à trouver des repères. On vient déjà d'identifier une façon de t'améliorer. OK. Parce que là, toi, tu prends pour acquis que tout le monde ont moins de capacité en natation quand ils sont dans un lac, par exemple. C'est pas vrai. Il y a des gens qui s'entraînent dans des lacs plus souvent que dans des piscines. Ah, mais moi, je parlais principalement pour moi. Moi, je sais, mais de la façon que OK. tu l'as dit de façon générale. OK. Parce que quand on parle de façon générale, on se dit, ah ben, c'est comme souvent dans un lac, on a moins de contrôle. Moi, je fais, ah, t'as peu. Toi, c'est comme ça dans un lac. Donc, intéressant, on pourrait ajouter quelque chose quand tu es dans un lac. Ah. Ce qu'on n'est pas obligé de faire quand on est dans une piscine. Écoute, dans ma réflexion, j'avais pas vu ça comme ça. Parce que je suis habitué. Que je parlais dans le fond général, mais qu'on dirait que le jeu était peut-être moins prédominant dans ma réflexion. Ouais, mais c'est un mécanisme. Mais toi, tu as réussi à comprendre ça. C'est quand même intéressant. Puis là, pour résumer, là, tête, tu étais dans l'analyse. Hein? Vous en rappelez tout le monde, capacité respiratoire ou je sais pas trop quoi, c'est très intellectuel. Oui. Après ça, cœur, on a trouvé que ben, c'est comme j'ai hâte de finir parce que j'aime pas ça. Il y a comme une émotion de faut se débarrasser. Puis au niveau corporel, il y a essoufflement. Là, on va trouver une stratégie ensemble pour pas être là-dedans.
hein, pour avoir un peu plus de OK. contrôle, ralentir pour mieux avancer. C'est un peu bizarre, là, mais avoir une cadence ou avoir un tempo plus lent pour aller plus vite. Un peu bizarre comment je l'ai dit, mais c'est ça pareil. Puis, on va y aller. Mais qu'est-ce que tu penses que tu devrais améliorer au niveau de la natation? Y a-tu comme une technique? Y a-tu comme quelque chose que... Présentement, je te dirais qu'au niveau de je te dirais que c'est au niveau de ma technique, parce que je sens quand même que, tu sais, je vais encore dire au niveau de ma tête, là, je pense, mais j'ai C'est quand pas même grave, c'est ta force, vas-y. mais j'ai quand même une Quand bonne j'ai dit ça, c'était pas pour la diminuer, ta force, au contraire, mais c'était juste pour montrer que ta force devient ta faiblesse si tu restes dans ta force, surtout. OK, Mais vas-y. OK, je vais continuer. Mais je te dis, je pense quand même avoir une bonne endurance, disons, mais c'est OK? vraiment au niveau peut-être de la technique, au niveau de la technique qui fait un peu plus défaut parce que présentement, j'essaie de la pratiquer un peu plus, mais je me sens plus fatigué. Fait que je me pose des questions à savoir est-ce que c'est la bonne technique en même temps? Est-ce que je la fais correctement ou j'ai besoin d'un support supplémentaire pour m'aider? Le, ren- le rendu là, je suis encore en questionnement là-dessus. Est-ce que c'est une question plus, disons, est-ce que des fois je sens que que je pousse un peu trop la machine au début, je sais pas encore. Ça va être terminé, mais je me questionne. Je te dirais, je suis pas encore certain de savoir, là. Je sais que je suis Là, quand même assez lourd pour le sport selon moi. Pour le sport parce que, tu sais, je suis quand même quelqu'un d'assez musclé, donc peut-être moins habile dans l'eau. Est-ce que j'ai besoin de perdre un peu de poids? Je ne sais pas. C'est encore là, ça à vérifier. Mais c'est sûr que si je pèse un peu plus lourd, je dépense un peu plus d'énergie pour mes coups, là. Puis ça demande quand même une bonne amplitude au niveau des épaules, ce que j'ai peut-être un peu moins. Hmm, Mais bon. puis là, les auditoires, l'auditoire va encore, les auditeurs vont encore remarquer l'analyse, mais Oui. super bon. Mais vu que tu es dans l'analyse, ça nous donne plein d'informations. OK? OK. Mais si tu avais un genre de bon coach de natation, quelqu'un qui est un bon pédagogue, là, qu'est-ce qu'il pourrait faire pour t'aider? Un bon... Qu'est-ce qu'il pourrait faire pour m'aider selon moi? Hmm. Parce que dans le fond, là, il n'y a personne qui pourrait répondre à ta question, ton questionnement. Si toi-même, tu sais pas pourquoi, au niveau technique, il se passe de quoi, ben, selon moi, ça prend un expert. Oui. C'est pas le psychologue. Le psychologue ne peut rien faire. C'est l'expert. C'est pour ça que je te dis, s'il y avait un coach expert en natation, qu'est-ce que tu irais chercher comme information? Premier élément. Comme un coach en natation, j'irais voir l'apprentissage technique du bon, surtout au niveau du j'allais dire de la foulée, mais je ne veux pas me tromper dans mes termes, là, plutôt c'est ça, la bonne technique, puis savoir comment bien me positionner, bien positionner mes bras, bien utiliser mes jambes, et ainsi de suite. Puis là, la question que tout le monde se pose, qu'est-ce qui fait que tu n'es pas allé voir un coach avant? Je te dirais peut-être mais je m'informe quand même auprès de personnes peut-être qui sont plus calées en âge que moi, mais je pense que la question, c'est surtout peut-être surtout par manque, je dirais pas par moi, peut-être un petit peu par manque de temps. J'ai beaucoup de chapeaux à porter dans mon horaire présentement, là. Fait que j'essaie de faire du mieux que je peux. Puis je me dis peut-être qu'en étant un professionnel dans un domaine, ben là, je prends pour acquis peut-être que j'ai certaines bases qui vont me permettre, puis qu'il y a une certaine analyse qui va me permettre de m'aider. Mais probablement que j'en ai erreur aussi, là. Je pense que t'es pas. Parce que ton enjeu est très précis. Hein? Tu as un enjeu technique très précis. Puis dans le fond, si tu vas chercher Mhm, un expert, il risque d'identifier un peu la cause du problème. Puis là, c'est pas le psy que tu as besoin là-dessus. Là. C'est un technicien ou un coach mhm, technique là, euh, qui va t'aider. Puis un coup, tu vas avoir identifié le problème. Mettons, c'est dans ta rotation ou dans peu importe au niveau de l'épaule ou dans l'angle ou dans rapprocher sur le bord, n'importe quoi, ou garder le rythme ou avec la respiration, il va t'expliquer un peu c'est quoi avoir un tempo. Ben, un coup, tu vas avoir accès à c'est quoi il faut que tu travailles.
je vais te donner le protocole pour l'intégrer dans ton cerveau plus rapidement. OK. C'est ça que je te parlais de la neuro-intégration. OK. Fait que je vais donner un exemple précis. Mettons, ça serait de rapprocher la main. En natation, il faut rapprocher le plus possible du corps. Je dis n'importe quoi, je ne suis pas un expert, mais mettons que ça serait rapprocher la main du corps et respirer une demi-seconde après. C'est n'importe quoi. Bien, cette technique-là de natation, on pourrait aller voir un expert qui maîtrise ça en vidéo. Un genre d'athlète olympique ou quelqu'un qui est universitaire qui maîtrise très bien ça. Est-ce que tu as une idée de quelqu'un que tu pourrais aller voir en natation ou juste comme quelqu'un que... Parce qu'à cette heure, sur YouTube, il y a plein d'experts qui vont montrer des techniques, que ce soit de natation, de golf, de hockey ou de n'importe quoi. Qu'est-ce que tu écrirais sur YouTube là, pour la natation? Tu dirais... J'écrirais sur YouTube forcément technique de natation. Je pense que je marquerais ça principalement technique de natation. Je pense qu'un des plus connus, c'est Michael Phelps, qui est quand même très spécialisé dans son sport aussi. Comme athlète, mettons. Mais tu vois, lui, ça pourrait être un bon exemple parce que c'est l'expert un des plus experts d'experts, mais ça peut être quelqu'un qui te ressemble dans le sport aussi. C'est pas obligé d'être un gars de 6 pieds, je sais pas comment il mesure, mais 6 pieds 4 parce que des fois, tu peux trouver quelqu'un qui a un peu ta grandeur, ton style sur Internet, par exemple, OK. qui pourrait t'aider justement à avoir la bonne technique selon ton poids. OK. Fait que là, ce serait dans le fond, si je comprends bien, ce serait, mettons, de spécifier ma recherche. Exemple, je sais pas, là, je vais l'exagérer, mais mettons, technique de natation, homme de, mettons, trentaine d'années qui mesure tant, qui pèse tant. Exemple. Ben, si tu marques ça comme ça risque d'être dur sur YouTube ou puis même si tu l'écris en anglais, ça risque d'être dur. Moi, je te recommande de l'expert en natation, celui qui connaît le domaine de la natation, qui est un coach de natation. Il va te dire, hey, va voir tel gars. C'est comme si tu parles à un joueur de hockey. Ouais, moi, je suis un joueur de hockey de finesse, puis j'ai des mains, mais je ne suis pas très grand. Mais il va te dire Cole Caulfield, tu vois. OK. Il va voir Cole Caulfield, il a des mains, puis il n'est pas grand. OK. Mais dans les gens qui connaissent la natation, ils vont tout de suite te dire. OK. Fait que je poserai la question à quelqu'un que, mettons, dans mon entourage, quelqu'un que je connais qui a une expertise en natation pour me dire, va voir ce gars-là ou bien Ouais. inspire-toi de cette personne-là. OK. Fait que là, tu vas aller voir une vidéo de la personne qui fit. Et moi, je vais te demander de mettre au ralenti sur YouTube. La technique, c'est que tu vas chercher un exemple qui représente un peu qu'est-ce que tu veux travailler, OK. qui a un peu ton style, puis tu vas ralentir à 0.25. Ça, c'est super important parce que souvent, les vidéos, si on les met au même rythme que ça se passe en réalité, en vidéo, on ne voit pas bien la technique. OK. Vous seriez surpris, quand on le met à 0.25, des détails que les athlètes de haut niveau font, des joueurs professionnels font, qu'on ne voit pas à l'œil nu quand ça va trop vite. OK. Exemple typique que je dis, Connor McDavid, quand il va en échappe, quand il s'en va, puis il patine extrêmement vite, puis il est en 1 contre 1, puis il veut déjouer le défenseur, il va faire un mouvement d'épaule comme ça, puis il va être mouvement d'épaule droite, puis il est déjà rendu à gauche. Mais pourquoi il fait un petit mouvement d'épaule? C'est pour créer une espèce de distraction du cerveau, comme un magicien qui va faire « Wouh! » check là, qui est déjà rendu l'autre bord. OK. Mais ce petit mouvement d'épaule-là, la plupart des gens ne le font pas. OK. Donc là, si tu le fais pas, tu vas moins de chances de déborder le défenseur à gauche. OK. Ton mouvement à droite d'épaule, c'est rapide, là. Une 0.2 millisecondes, c'est hyper rapide. Si tu le fais pas, tu as moins de chances de déborder à gauche. OK. C'est majeur, tu trouves pas? Dans le fond, si je comprends bien l'exemple de Cole Caulfield, c'est que c'est ça, sa façon de feinter. C'est McDavid, ça. Hein? C'est pas vrai. Comment? C'était McDavid, mais c'est en tout cas, bref. Écoute, je suis pas un expert hockey. On va dire McDavid, excuse-moi. Non, c'est pas vrai. Comment? C'est pas grave. C'est pas grave, c'est juste. Non, mais je comprends ce que tu veux dire, c'est que dans le fond, mettons, comment tel joueur de hockey arrive à feinter ou à dépasser, mettons, le défenseur, des fois, tu vas remarquer, OK, il y a peut-être un petit mouvement d'épaule qui fait que la personne
qui voit ça, peut peut-être inconsciemment voir ça ou je sais pas, qui a remarqué ça d'une certaine façon, puis se dire, OK, il va feinter de tel bord, mais finalement, il fait juste une feinte, là, juste pour un petit mini-mouvement quelconque. Là, c'est vraiment. Mouvement Ouais, d'épaule, il ouvre le patin est déjà à gauche, c'est tout. Puis on le voit, là, souvent, c'est le pied, l'épaule en même temps, mais ça prend beaucoup de pratique, ça prend beaucoup de répétition pour maîtriser une coordination de mouvement d'épaule. Tu es en train de patiner, puis il faut que tu fasses ton mouvement d'épaule en même temps que tu es déjà rendu à gauche. Fait que mais quand tu regardes McDavid à la télé, tu vois pas ça. OK, Ça va trop vite. OK. Donc Mais si tu veux maîtriser des choses comme plus précis, mais il faut que tu ralentisses le jeu. Moi, je le fais à 0,25. Puis là, en natation, tu vas voir des détails. Là. La distance de ta main par rapport à ton corps, le tempo, la rotation. Tu vas tout voir les petits détails. Puis là, tu vas dire, ah, c'est ça. Ça peut être juste ta main, comment qu'elle OK. balaie l'eau. J'en ai aucune idée parce que je suis pas un gars de natation, je dis n'importe quoi. Hein. Ceux qui m'écoutent puis qui disent il n'y a pas rapport en natation, ben non, parce que c'est pas mon sport, mais c'est juste pour dire que c'est des petits détails qui Oui. font que ta natation va être meilleure. Mais quoi de mieux qu'avoir un exemple pour apprendre? Oui. En psychologie, là, la meilleure façon d'apprendre, c'est pas moi qui ai inventé ça, les recherches scientifiques ont montré la meilleure façon d'apprendre, c'est d'avoir un modèle, puis de vivre l'expérience, de le pratiquer. OK. Fait en allant chercher un modèle, un exemple, ben, tu as beaucoup plus de chances d'apprendre rapidement. OK. Puis admettons que là, on fait cet exercice-là. Là, j'ai trouvé ma personne ressource. Je le mets à 0,25 pour la vitesse sur la vidéo pour vraiment voir c'est quoi le petit détail qui me manque, que la personne fait de plus, qui pourrait me permettre d'améliorer mon temps ou ma technique. Ensuite, quand ça c'est fait, quelle serait la prochaine étape? Très bonne question. La deuxième étape, c'est d'aller chercher, de faire un exemple dans ta tête, comme faire une visualisation, OK? OK? Mais avec une intention. Moi, je vais fermer les yeux, tu peux le faire là. Oui. Tu fermes les yeux, puis tu t'imagines en train de faire la technique que tu viens d'apprendre sur la vidéo, en 0,25, mais en imagerie. Dans ta tête, en visualisant. OK, je OK. rapproche ma main, je la rapproche de mon corps, tout ça. Un coup, tu l'as fait 2, 3 fois dans ta tête. Tu vas le faire au ralenti, tu vas le faire à vitesse normale après. Tu le commences par au ralenti, après ça, tu vas le faire à vitesse normale. Fait que tu le fais 4, 5, 6 fois. Puis un coup, tu l'as fait 4, 5, 6 fois. En natation, tu pourrais même faire le mouvement en vrai. Là. Tu peux le faire comme en vrai, même si c'est pas dans ta tête. Puis un coup, tu dis, OK, je pense que je le maîtrise dans ma tête, je sais comment le faire en imagerie, en visualisation. Ben, stratégiquement, qu'est-ce qu'on fait après? On va le pratiquer. Un coup, tu l'as dans ta tête, on va le pratiquer. Fait qu'on saute dans l'eau, hein, le lendemain ou le soir, ou dans une semaine, on saute dans la piscine, puis on pratique la technique. OK. Écoute, puis j'avais une question par rapport à ça parce que au niveau de la visualisation, justement, dans ce genre d'exercice-là, toi, est-ce que tu recommandes qu'on soit, mettons, le spectateur ou l'acteur? Ce que je veux dire pour les gens qui m'écoutent, c'est que le spectateur, c'est que dans le fond, tu es comme dans les estrades, puis tu te vois en train de faire le mouvement, ou c'est toujours mieux dans ces cas-ci, ou dépendamment d'être l'acteur, donc vraiment être dans ton corps en train de faire le mouvement. Ce serait quoi l'idéal? Sur le plan scientifique, du moins de ce que j'ai vu et lu, puis même dans mon expérience personnelle, ça fait pas vraiment de différence. C'est pas ça qui va faire la différence, c'est ton intention. OK. C'est-à-dire que, exemple, si tu veux avoir des repères, ben, stratégiquement, dans ton imagerie, t'es mieux d'avoir une posture de spectateur ou pour voir les différents repères, puis après ça, avoir une posture d'acteur, donc de te mettre dans ta peau comme à Call of Duty, là, pour ceux qui comprennent plus au niveau des jeux vidéo, là, c'est d'avoir une posture comme où tu es incarné dans ton corps, comme si tu voyais en réalité, mais tu peux alterner dans les deux, Mhm. mais pourvu que tu aies une intention. Ça dépend toujours de ton intention. OK. Si ton intention, c'est de pratiquer ta technique au ralenti, mais ça se peut que tu dois te voir de dessus pour, en imagerie, bien faire ton mouvement. Puis peut-être que tu vas dire, ah non, moi ça, j'aime pas ça. J'aime mieux avoir, comme être dans mon corps puis faire la technique comme ça. Puis c'est très personnel. OK. L'objectif, c'est d'avoir une intention.
Quand la visualisation, ce qui fonctionne, ou l'imagerie, c'est des synonymes, visualisation et imagerie, ce qui fonctionne, c'est d'avoir une intention. C'est pas nécessairement si tu es spectateur ou c'est dans ton corps, c'est quoi ton intention? OK. Parce que si tu n'as pas d'intention, ben, j'ai aucune idée, je peux pas te répondre. OK. Puis, ça dépend vraiment du contexte. OK, puis là j'ai mon intention, là, j'ai fait ma visualisation, puis là, je pratique. Est-ce que, au niveau, après, là, la pratique, c'est... Je suppose que la vitesse d'apprentissage, c'est toujours relatif à une personne aussi, dépendamment de la technique que tu veux travailler. Oui, parce qu'il y a des techniques plus complexes, puis dans ton cas, ça peut être très rapide d'une certaine façon. Là. OK. Puis, parce que là, tu vas avoir vraiment fait les choses, puis je te dirais, moi, je recommande souvent que quelqu'un te filme en train de faire le mouvement. OK. Fait que tu filmes, puis tu peux, tu sais, sur les nouveaux iPhones, c'est vraiment cool parce que tu peux faire au ralenti. Oui. Tu peux enregistrer au ralenti. Fait que tu peux enregistrer au ralenti puis enregistrer en vitesse normale. Tu peux faire les deux. Là, tu regardes le mouvement, puis après ça, tu demandes à quelqu'un justement, il te filme, puis après ça, après ta pratique, tu fais, ben moi souvent, ils viennent me voir, fait que là, on regarde ensemble, on fait, OK, mais c'est intéressant, regarde. Puis là, on regarde la vidéo qu'on avait vue au ralenti, là. Fait qu'on compare les deux. Ah, tu vois-tu, il manque. Ah, t'es moins stable. Ah, t'es plus vite que l'athlète olympique. Tu trouves pas ça bizarre? Fait que, on se dit des choses comme ça à la blague, puis là, la personne fait, ouais, ben je vais réessayer, mais avec un rythme plus lent ou avec un tempo plus. Ou n'importe quoi. Fait que tu vas ajuster selon ce que tu vois de différence. Puis au fil et à mesure de tes itérations, tu vas le faire à quelques reprises, ben normalement, ton cerveau va faire « c'est bizarre, je l'ai. Je l'ai intégré. » Puis j'ai appelé ça neuro-intégration parce que ben, le cerveau, il apprend par exemple, il apprend par répétition, mais si tu le fais pas, tu peux pas apprendre. C'est bizarre là, ce que je dis, là, mais tu sais, si tu comprends pas les petites subtilités, tu peux pas vraiment apprendre correctement. Si les jeunes apprenaient cette technique-là plus jeunes, là, si les athlètes apprenaient ça plus jeunes, ils seraient vraiment meilleurs que ce qu'on voit. Là. Puis t'en as-tu déjà dans les athlètes qui te consultent justement par rapport à cette technique-là, est-ce que tu en as de tous les âges? Est-ce que sûrement, comme tu dis, je pense que quand tu es plus jeune, tu l'acquiers plus facilement que quand tu es adulte? Ben, c'est relatif, effectivement. Les jeunes, ils ont le cerveau plus malléable. Fait que quand ils voient un modèle, ils vont l'intégrer naturellement parce que leur cerveau, c'est comme une éponge. Quand tu vieillis, ben, faut des fois, tu t'enlèves des vieux patterns. Tu sais, quand tu es un adulte, c'est comme si tu enlèves tes mauvaises habitudes. Mm-hmm. Fait que des fois, c'est un petit peu plus compliqué. Mais les jeunes, leur désavantage, c'est qu'ils sont moins concentrés puis ça leur tente pas de faire toutes ces étapes-là. Là. Ce que je viens de décrire là, c'est quand même ardu. Là. Tu prends une vidéo, c'est plusieurs étapes. Fait que des fois, les jeunes font c'est plate, ça me tente pas, puis je veux juste comme sauter dans l'eau. Bon. Ben, ils ont le droit, c'est des enfants, mais si tu veux atteindre un autre niveau, ben, je pense que ça peut être très stratégique. Là. Je sais pas si tu comprends. Là. Hey, tu peux apprendre quelque chose de complexe en 3 semaines, 1 mois, au lieu que ça prenne 6 mois, 1 an. Oui. En tout cas, moi, si j'étais un athlète de haut niveau, j'aimerais ça. Ben, je sais pas. Ben, j'aimerais ça aussi. J'avouerais que j'ai. Ben, c'est ça. Puis même athlète amateur, là, je veux dire, s'il y a une façon d'apprendre plus rapidement quelque chose. Mm-hmm. Puis cette technique-là, je parle pas à travers mon chapeau, je l'utilise à tous les sports. Puis je l'utilise pour moi-même aussi. OK. Quand je joue au hockey, j'essaie, bon, je dis pas que je maîtrise le shot à Mathieu, c'est pour ceux qui jouent au hockey, mais je pratique mon shot avec le bâton qui plie, là, puis tout ça. Je m'améliore de fois en fois, puis ça s'améliore, même si je suis un adulte. Alors que la plupart de mes amis qui sont adultes, qui ont mon âge, ils apprennent plus quelque chose de nouveau. Ils surfent sur leur midget 2B, mettons. Là. OK. Ris pas du midget 2B, c'est très fort. Là. Le point que moi je suis rendu, c'est du B, puis est-ce qu'il avait enlevé le C? OK. Fait que. Mais écoute, moi, j'aime beaucoup le principe le principe de neurointégration parce que ce que je comprends, c'est que tu peux l'intégrer dans pas mal toutes les sphères du sport, puis aussi au niveau technique. Puis je pense que aussi en cherchant un petit peu plus loin, admettons, quelqu'un qui voudrait faire un changement de métier, exemple, je sais pas moi, qui veut devenir
pour, mettons, pompier ou encore force spéciale militaire ou quelque chose d'un petit peu plus, mais ça peut être police en tant que tel. Est-ce que la neurointégration peut être toujours applicable pour ces gens-là? Ah ben oui, je travaille beaucoup avec les policiers aussi, c'est les mêmes enjeux là, tu sais, au niveau des techniques pour les fusils ou pour viser vraiment précisément. Il y a plein, puis des techniques d'autodéfense. Parce que l'exemple typique, c'est les techniques d'autodéfense. Une bonne technique d'autodéfense, c'est une technique avec des détails qu'on ne voit pas nécessairement à l'œil nu. C'est très précis à un endroit. Fait que quand on met au ralenti, l'intégration se fait plus facilement. OK. OK. Ah, intéressant. Puis, mettons, admettons là, que je te pose une question comme ça pour aller un petit peu sur au niveau de la psychologie positive, parce que je sais on avait comme en parlé un petit peu là, à ce niveau-là. Admettons un cas quand même que tu peux sûrement retrouver beaucoup, puis on va garder l'exemple du triathlon si tu le veux bien. Exemple, là, j'ai fait mes deux premières disciplines, là, qui est la natation, le vélo, puis là, je suis rendu à ma course, il me reste le début, puis là, on sent un certain niveau de crash, ou bien comment je pourrais éviter en intégrant justement les notions que tu as parlé ou d'autres notions pour me permettre en fait de me préparer en vue du dernier 1000, exemple, du dernier 10 km à faire. Ça peut être autant applicable pour ça que pour, mettons, quelqu'un qui a un objectif en tête puis qui est rendu, OK, je suis rendu à une semaine de mon objectif, je suis au bord de l'atteindre, qu'est-ce que je fais? Ce serait quoi mes trucs que tu pourrais conseiller? Je vais te donner une autre stratégie qu'on a utilisée parce que c'est pas l'apprentissage d'une nouvelle technique très précise. Là, c'est Ouais. pour avoir une bonne attitude ou ajouter une stratégie mentale. Puis pour ça, encore une fois, tu vas voir, c'est le côté psy, c'est que je pourrais te dire les 10 façons de pas crasher au dernier minute, tu sais. Mais c'est encore mieux si je te pose une question du genre, est-ce que ça t'est déjà arrivé de faire une course qui a super bien été, puis que tu n'as pas crashé, puis que tu avais du momentum jusqu'à la fin, puis même si tu as eu des pensées négatives, tu les as surmontées, puis tu étais dans un état de flow, que ça allait super bien? Y a-tu eu un moment où ça a bien été dans ta vie, dans tes compétitions de sport? Que ça a bien été dans mes compétitions, je te dirais. Je te De course, là, parce que tu as demandé à la course, c'est ça? Ouais, Pour je donne un pas. exemple de course à pied, mettons, le course à pied, le Ouais. dernier 1000, mettons, ensuite d'un triathlon, là, en revenant avec l'exemple qu'on s'était donné. Ben ouais, on peut garder le même exemple. Je te dirais là, que si on regarde l'exemple du triathlon, la fin était très ardue. Je te dirais pas que ça a bien été, mais je te dirais que j'en ai bavé. Puis, genre, puis si c'est vraiment au niveau de la course, je pense qu'un des moments, là, je parle pas de positif, mais tu sais, je pense que ça a bien été en tant que tel, je dirais que ça m'est déjà arrivé d'arrêter, de marcher un peu puis de recommencer, puis ça allait, puis ça m'en prenait quelques fois. Mais de vraiment bien aller, les meilleurs moments, je te dirais que c'est au moment où je m'entraînais, que j'étais tout seul, puis que j'avais ma propre musique avec moi. Puis là, je suis comme curieux, est-ce que je connais pas assez le triathlon, t'as-tu le droit de mettre de la musique dans les compétitions ou non? Euh, technique- Techniquement, non. Dans les compétitions, non. Mais puis de toute façon, tu n'as pas vraiment le temps de le mettre, je te dirais, parce que là, il faut que tu prennes en compte la transition qu'il y a, qu'il y a aussi, qui est très rapide. Ah oui, non, c'est pour ça que je pose la question. Mais dans le fond, toi, ce que tu es en train de dire, c'est que quand tu es dans un entraînement, peut-être tu t'entraînes pour un triathlon ou une compétition, puis tu fais de la course à pied, puis tu te donnes à fond. Mais quand tu as de la musique, ben, tu es capable de dépasser plus tes limites, c'est ce que je Je suis comprends? capable d'endurer plus longtemps aussi, puis de terminer mon entraînement sans avoir de crash ou de problème, je te dirais, mettons des crampes ou quoi que ce soit, OK. là. Parce que Fait que décris-moi qu'est-ce que tu fais en entraînement tu t'entraînes-tu le matin, le soir? Qu'est-ce que tu fais dans tes entraînements? Puis, mais juste pour t'aider, là, prends ton meilleur entraînement. Tu sais, un souvenir que tu te souviens, tu dis, hey, ça, là, si c'était tout le temps comme ça dans les compétitions, là, je serais prêt. Là. le meilleur, je te dirais qu'un des meilleurs que j'ai. Et moi, c'est surtout le volet vélo, je te dirais, si on parlait du triathlon, que là, je suis dans mon momentum parce que c'est. Parce que vu que j'ai quand même des bonnes capacités, je profite, je dépense moins d'énergie. Je suis plus au niveau
au niveau plus fort des jambes puis tout. Fait que, tu sais, moi, j'aime ça ces moments-là parce que ça me permet de... Parce que vu que je le fais le matin principalement, mettons, je me rends à la job au travail à mon vélo, je profite du moment parce que là, c'est le silence, je peux voir autour, il fait pas soleil des fois. Fait que je suis dans mon moment. Fait que là, c'est là ce que je profite le plus. Puis c'est jamais très long non plus. Mais sinon, si j'en reviens, je sais pas si ça peut donner une piste de solution aussi, mais au niveau de la course en tant que tel, Ben je te oui. dirais que souvent, c'est quand soit j'écoute un podcast, donc je me concentre sur ce qui se dit, puis je me concentre moins sur la course à pied. Puis c'est là, dans les périodes de l'été aussi, où ce que là, il fait beaucoup plus chaud, des fois il fait beau soleil, Mhm. j'ai la nature autour, dans une piste cyclable, donc là, ça me permet de me focaliser autrement que, que, que sur Ben, tu l'effort. vois, on a notre première stratégie, OK? Lorsque tu vas aller en compétition ou dans un triathlon officiel, tu vas, quand tu vas arriver à la course, je vais te donner la stratégie de prendre ton attention puis la porter sur le soleil, la nature. S'il fait pas beau, ça va être la nature, mais de concentrer ton énergie vers l'extérieur va t'aider, toi, à tolérer la douleur. Tu me Oui, suis? Mais si j'avais eu un autre athlète, ça se peut qu'il m'aurait dit complètement l'inverse. OK. Puis admettons, C'est-à-dire, je déteste focuser. admettons, je sais pas, moi je serais l'athlète qui te dirait, moi je suis pas un fan d'extérieur, mais je me pousse à courir parce que je dois le faire, mettons. Si tu as un genre de personne qui se dit ça dans son état d'esprit, que ça t'arrive. Mais répète ça comme que tu sens que tu as une obligation de faire, tu t'autodisciplines pour faire de la course, c'est quoi? Exemple. Donc, que tu t'autodisciplines pour faire de la course parce que c'est parce que tu veux performer pour ton objectif, mais en fait, tu commences, c'était pas ta discipline que tu aimes le plus faire. Ben, intéressant, mais tu vois, remarque que même en natation, tu as une tendance à te pousser même si tu n'aimes pas, parce que tu as choisi le triathlon quand même, ça veut dire que tu aimes ça te challenger, même si tu n'aimes pas nécessairement la natation et la course, tu as quand même choisi de faire du triathlon. Fait qu'il y a quelque chose qui doit te motiver. Je peux me tromper, là, mais t'as qu'à ça, pourquoi tu fais pas juste du vélo? Ben, moi, ce qui me motive, c'est que j'aime pas faire une action linéaire, une activité linéaire, tu comprends? Fait que, Ben ouais. exemple, moi, les courses, moi, la course à pied, s'il y a juste de la course à pied sur de longues distances, à moins qu'il y ait un intérêt particulier, je suis pas nécessairement un fan. Disons plus, moi, c'est pour ça que les courses à obstacles, j'aimais beaucoup le principe parce que là, tu pouvais aller chercher d'autres capacités qui me rejoignaient, comme la force, l'endurance des musculaires, aussi d'autres, juste le fait juste le fait de réussir un obstacle en tant que tel, ça me challengeait beaucoup plus que juste faire la course à pied. Puis c'est d'où l'intérêt aussi que la course à pied est venue. Que là, j'ai commencé en même temps à apprécier d'autres facettes de la course à pied. Juste le moment présent aussi, ça m'aidait beaucoup, là. Ben, c'est intéressant, mais tu vois, dans ton choix du triathlon, on voit que la variation des sports est un enjeu, fait que, ben, que positif, c'est-à-dire que ton cerveau, il aime ça. T'es pas le seul, hein? T'es pas le seul qui aime changer de trucs puis tout ça. Mais on voit que dans la course, ça se peut aussi que tu aies des enjeux techniques. Fait que tu vas pouvoir utiliser ce qu'on a fait en natation pour que ça soit plus agréable pour toi en course. Mais OK? on voit qu'en course, le niveau de distraction vers l'extérieur, que ton attention aille vers le soleil, la nature, ça t'aide. Mais là, les auditeurs, c'est pas pour tout le monde. C'est pour Michael parce qu'il m'a dit que quand il s'entraînait, ça l'aidait. Oui. Ça se peut que ça ne vous aide pas. Il y a des gens qui s'imaginent des affaires dans leur tête, ils se content des histoires, puis ils déconnectent, puis ça les aide à tolérer la douleur. C'est pas nécessairement en focusant vers l'extérieur. Puis il y a des gens qui se donnent des discours comme je suis capable, je vais continuer, non, 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 ça va les aider. Mais tout ça est bon. C'est pas qu'il y en a un qui est meilleur que l'autre. Toi, dans les moments où tu as réussi le plus, qu'est-ce qui t'a aidé? Toi, c'est d'avoir l'attention vers l'extérieur. Mhm. Fait qu'on la garde. Puis, je te dirais, tu as trouvé comme une des stratégies les plus importantes pour toi. Puis, il resterait peut-être à développer trois affaires. Là, je pourrais rajouter une autre chose aussi, là, vu que tu te sens quand même bien en vélo.
ben, tu pourrais t'imaginer être en train de faire du vélo. OK. Fait que pendant que tu es en train de courser, tu t'imagines être en train de faire du vélo parce que tu sais que tu aimes le vélo puis tu te sens bien. OK. Puis même que j'irais plus loin, dans ton cas, je sais pas si les auditeurs ont remarqué, mais tu as tendance à parler beaucoup de ta force de jambe. Je sais pas c'est quoi, mais tu sembles avoir une force dans tes cuisses ou dans tes jambes. Fait que tu peux te concentrer sur cette force-là quand tu cours. OK. Donc, Parce que c'est ta force. donc, me focaliser vraiment sur mes forces puis le bénéfice que j'en retire. Dans le fond, si je résume à peu près ce que tu dis, c'est ça. Ce serait de focaliser vraiment sur ma force, les bénéfices, entre autres, de pourquoi je fais ça aussi. Qu'est-ce qui fait que j'aime, mettons, les moments que j'aime courir, exemple, comme l'extérieur puis tout. Puis le vélo, écoute, je trouve ça quand même particulier. De m'imaginer en train de faire du vélo, c'est sûr que ça doit être un exercice qui ne doit pas être évident vu que c'est pas le même mouvement, c'est pas le même geste. Je présume que ça se travaille aussi. Je trouve ça intéressant. Ben, en fait, encore là, c'est intéressant. Ta réponse est intéressante. Ce que je te propose, ça veut pas dire que ça va marcher. Non, mais écoute, Ça veut pas dire non plus que tu vas aimer ça. Fait que, dans le fond, qu'est-ce que tu as à perdre de l'essayer? C'est un peu ça que je dis à mes athlètes. C'est pas, hey, je t'ai donné, là, prochaine fois que tu viens me voir, là, faut que tu ailles penser au vélo. C'est pas, moi, je m'en fous de la stratégie que tu vas prendre. Mais moi, je veux que tu essaies. OK. Puis t'es pas obligé d'essayer ce que j'ai dit, moi, le psychologue, là, parce que dans le fond, c'est pas grave, là, je vais te proposer plein de choses, mais choisis quelque chose que toi t'as choisi, que moi je t'ai proposé, puis fais des tests. Mais la plupart des athlètes, ils font même pas de tests. Fait que là, ou ben non, ils vont lire des livres sur les 10 façons de se concentrer. C'est bien beau, là, mais même si tu mettrais les 10 en ligne, ça se peut que si tu fasses 10 techniques de concentration, ça se peut que tu deviennes déconcentré. Ouais, c'est ça. Mais ouais, si tu fais les 10 trucs en même temps, effectivement. Ça risque de te surcharger. Mais tu comprends l'absurdité des fois c'est pas que les trucs sont pas bons, OK. c'est qu'il faut que tu trouves des façons pour toi, pour ta personnalité, puis tu peux t'inspirer du psy, mais tu peux t'inspirer de plein de monde que le psy, c'est pas nécessairement lui qui a raison, là. C'est pas grave. OK. Puis, puis admettons, là, avant qu'on se quitte, parce que je sais que ça fait quand même 1 heure et quelques qu'on se parle, là, puis on est quand même assez chargé dans nos temps. Je voudrais savoir, toi, admettons, si on avait à conseiller, mettons, principalement, qu'on pourrait ressortir de notre discussion qui serait, mettons, qui serait des conseils généraux pour n'importe qui, pas nécessairement spécifiquement, parce que je comprends que c'est toujours relatif à la personne en tant que telle, que c'est jamais coup dans le béton. Qu'est-ce que tu pourrais conseiller, mettons, pour quelqu'un qui voudrait peut-être avoir des trucs au niveau de la psychologie, puis au niveau de ce que tu as donné, au niveau généraux, des conseils? Je sais pas si tu comprends la question. Ben, euh, ben oui, tu sais, pour résumer, dans le fond, là, c'est un peu, on va faire comme du Star Wars, là, tu sais, comme avec les jeunes Padawan, là, tu sais, c'est comme la clé se retrouve à l'intérieur de toi, mais pour trouver la réponse, il faut que tu te poses des bonnes questions. OK. Un psychologue peut t'aider à poser les bonnes questions, mais n'importe qui est curieux, qui dit ouais, mais là, t'as-tu remarqué, tel moment, t'es comme ça, puis dans tel autre moment, puis pourquoi t'es comme ça? Qu'est-ce qui fait que. Explique-moi pourquoi. Tu sais, des gens qui vont t'amener plus loin dans ta réflexion, de poser des bonnes questions, dans quel contexte je me sens mieux, dans ma vie, dans quel moment ça a été plus difficile, dans ma vie, dans quel moment ça a été vraiment optimal, puis c'est quoi les facteurs qui vont qui vont expliquer pourquoi je performe. OK. Puis le cerveau, c'est une série de patterns qu'on a dans le cerveau, des répétitions dans notre cerveau. Fait que la clé se retrouve souvent dans votre passé. T'sais, on a tous eu un moment dans notre vie, là, chez les athlètes, les sportifs, là, un moment où que ça allait bien. Là. Ça a duré une saison, là, mais puis peut-être une partie de la saison, mais ça allait bien. Mais c'était quoi qui expliquait ça? Ah, ben c'est parce que j'étais avec mes meilleurs amis, puis je sais pas, on avait une bonne esprit d'équipe, puis on avait du fun. Ah ouais, toi, t'es un gars qui aime ça avoir du fun. Ben oui, puis là, je me rends compte que j'ai plus de fun. Tu comprends? Oui. Quelqu'un qui
pose des questions, pas des questions magiques, des questions de curiosité. Moi, je dis souvent à tous les gens que je forme, que ce soit des coachs qui amènent des athlètes à mieux réfléchir, là, à se poser les bonnes questions, vous avez à activer votre curiosité. Ah ouais, tu sais, là j'exagère, mais qu'est-ce que. Ben oui, comment ça? Puis remarquez toutes les questions que je t'ai demandé, c'est dans le fond, moi j'ai pas préparé mes. Bon, Michael, je vais te poser mes 10 questions pour faire. Tu sais, j'ai juste activé ma curiosité comme ah ouais, tu vois, c'est intéressant. Tantôt, tu as dit jambes, tu vois. Mais ça prend une bonne mémoire, tu comprends? Je suppose de remarquer, mais tu sais, le truc de jambes, je t'ai ramené ça quasiment 15 minutes plus tard. Oui. Mais je m'en étais rappelé parce que c'est un élément important. C'est une de tes forces, mais je t'ai pas dit ah, t'as dit jambes, voici, je vais te donner des trucs pour. Je t'ai ramené ça à un moment stratégique. Je t'ai dit ah, tu vois, tu t'en rappelles-tu? Tu m'as dit que ta force en cyclisme, c'était les jambes. Ben, peut-être que tu pourrais réutiliser ça dans la course. Oui. Ce qui est moins adapté nécessairement en natation, je te dirais. Ben, écoute, c'est encore drôle parce que j'entraîne justement une personne au national pour au niveau compétitif. Puis elle mentionne souvent ses jambes. Puis c'est ce qu'on a travaillé au niveau d'entraînement musculaire. Ouais. Fait que non, Tu c'est vois, quand même. c'est bien. Le psychologue a eu tort. C'est bien ça. Ça, c'est toujours bon. Quand je dis quelque chose puis j'ai pas raison, moi, je suis content. Ça veut dire, ah, mon client est capable de s'affirmer puis de nuancer puis de dire, ah, t'as un peu, je vais essayer. Puis moi, je suis comme, j'ai fait ma job. Parce qu'il y a beaucoup de coachs, qu'est-ce qu'ils font dans ces moments-là? Ils me disent, ah non, c'est pas ça Ah, que mais j'ai mon but, dit. c'était pas que t'ailles tort non plus, là. C'est pas ça que j'ai dit. Oui, 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 non, mais à la blague, c'est pas que j'ai Oui, tort. oui. C'est que la clé, c'est pas moi qui ai la certitude de ce que j'avance. Moi, j'avance avec curiosité. Puis si ce que je dis n'a pas de sens pour toi, c'est pas grave, c'est toi l'important. C'est ça un bon psy. Quelqu'un qui a hâte de dire ah, ce que je viens de te dire, excuse-moi, hein, ça n'a pas de Ouais. sens. C'est plus toi qui as raison. Parce que la plupart des gens que vous allez côtoyer, tu vas voir, les coachs, les profs, pas tout le monde, pas tous les coachs, mais la plupart, quand ils vous donnent un conseil, hey, moi, quand je fais des compétitions internationales, je me mettais de la poudre dans les mains, je dansais, tu sais, puis je tournais autour de moi-même, puis je gagnais. Ouais, bravo. Tu as utilisé des bonnes techniques, mais est-ce que ça va marcher pour tous tes athlètes? Non, mais c'est comme tu dis, je pense, corrige-moi si je me trompe, mais étant psy, justement, il faut quand même avoir une certaine, être quand même relativement humble puis accepter aussi qu'on ait tort aussi. Ou bien que c'est pas nécessaire, le but n'est pas d'avoir raison en tant que tel, là, c'est ça que je comprends, là. Ben, c'est le cœur de ce qu'on Ouais, fait, c'est de poser des hypothèses. C'est un peu l'approche scientifique, dans ouais, le fond. Quand on émet une hypothèse en science, on n'est pas sûr du résultat. Puis si on a eu tort, c'est-à-dire que l'hypothèse n'est pas confirmée, ben, c'est un constat. Ah, OK. ce que j'avais comme hypothèse n'a pas fonctionné. Bon, puis ce qui est le fun en science ou avec les êtres humains, c'est qu'on peut poser d'autres hypothèses après. Parce qu'après avoir fait ah, mais tu vois, ça, c'est peut-être pas une bonne hypothèse, on pourrait poser une autre hypothèse OK. ou identifier les causes, les choses qui expliquent pourquoi on n'a pas pu confirmer notre hypothèse. OK. Écoute, je te remercie beaucoup de ton temps. Je trouve que c'était super pertinent ce que tu nous as donné, là, puis je trouve ça vraiment intéressant, les outils que tu donnes ou bien l'explication du travail que vous faites pour les auditoires. Fait que, sur ça, ça va être quoi rajouter avant qu'on se quitte? Moi, je te remercie beaucoup d'avoir pris le temps de me parler aujourd'hui. Ben, moi, c'est moi qui te remercie de ton invitation. Puis merci aussi de ton exemple parce que tu quand même t'as partagé un peu de ton vécu. Fait que merci d'avoir donné. C'est toujours plus enrichissant comme ça. C'est plus le fun.